Au sommaire de cette édition, le débat budgétaire se poursuit à l'Assemblée des représentants du peuple. Le gouvernement anticipe une baisse du service de la dette à 23 milliards de dinars l'an prochain. Les détails lors de cette édition. La Tunisie s'apprête à franchir un cap majeur dans sa politique énergétique. La plus grande centrale solaire Aspira sera inaugurée à la fin de ce mois. La Goulette accueille aujourd'hui un marché direct du producteur au consommateur. L'Office des œuvres universitaires du Nord annonce la prolongation à titre exceptionnel des délais de dépôt des demandes de bourse jusqu'au 25 courant. Dans le monde, les États-Unis veulent soumettre au Conseil de sécurité de l'ONU une résolution prévoyant le déploiement d'une force internationale dans l'enclave. Le sport rencontre le digital. La Tunisie lance aujourd'hui son premier grand festival au parc des expositions du Kram. Football, 13e journée de derby sous tension avant le grand choc du week-end. Et puis mondial des moins de 17 ans au Qatar, la Tunisie défie l'Argentine pour une place en 8e. Bonjour, les deux chambres du Parlement tunisien, l'Assemblée des représentants du peuple et le Conseil national des régions et des districts ont entamé hier une séance plénière conjointe consacrée à la présentation et à la discussion des projets de budget de l'État et de budget économique pour l'exercice 2026, ainsi qu'à l'exposé de la chef du gouvernement à leur sujet. Le débat budgétaire se poursuit entre-temps à l'Assemblée des représentants du peuple. Le budget global de la Tunisie pour l'année 2026 est fixé à 79 624 milliards de dinars. Ce montant représente une augmentation de 3,9 par rapport aux prévisions pour l'année en cours. Amin Ouadri, membre de la commission des finances à l'ARP, au micro de Zainab Feres. Le projet de loi de finances affiche des montants impressionnants. Les ressources de l'État atteint plus que 79,6 milliards de dinars. Pour les dépenses, on est à 83,9 milliards de dinars, soit un déficit persistant d'environ 6% du PIB. La dette publique est élevée à 145 millions de dinars. Autrement dit que chaque Tunisien est en dette à hauteur d'environ 12 000 dinars. Le gouvernement a annoncé une croissance de 3,3%, mais la réalité montre une hausse au chômage, notamment chez les jeunes et les femmes, les prix ne baissent pas et l'inflation reste au-dessus de 5%. Parlant du service de la dette, l'État prévoit de rembourser plus que 23 milliards de dinars rien que pour les dettes. Le projet de budget 2026 prévoit que l'État tunisien fasse de nouveaux appels au financement direct de la Banque centrale pour combler une partie de ses besoins évalués à près de 27 milliards de dinars. L'article 12 du projet de loi de finances autorise la BCT à accorder à l'État jusqu'à 11 milliards de dinars de facilités de trésorerie sans intérêt remboursables sur 15 ans, dont 3 années de grâce. La députée Amel Madab estime que le recours à la BCT n'est pas une mauvaise option à condition d'y associer des garde-fous pour éviter l'inflation et préserver la stabilité économique du pays. Écoutons-la au micro de Zainab Feres. Il faut souligner un point qui est très très important. C'est vrai, on a entre guillemets des difficultés financières pour avoir tout l'argent nécessaire pour mettre en place ces mécanismes-là. Et avoir recours à la Banque centrale, réellement, c'est pas une mauvaise chose si on ne fait pas de garde-fou. C'est-à-dire, on a présenté, nous, en tant que bloc parlementaire, et avec notre bloc, un projet d'amendement du statut interne de la Banque centrale. Et il y a une mesure, le mécanisme d'avoir recours directement, mais avec d'autres mécanismes qui puissent être là pour faire frein, pour ne pas tomber dans l'inflation, pour ne pas tomber dans la banqueroute, etc. Donc, c'est-à-dire avoir recours à la Banque centrale, au fait, c'est pas une mauvaise chose, mais on doit prendre des précautions. Dans l'absolu, on devient plus ou moins sceptique, on a peur de l'inflation et le dinar du Tunisien, il risque d'être dévalué, etc. Mais là, on a vu qu'à 2 reprises, il y a eu recours à la Banque centrale et il y a eu l'effet contraire. Il y a une stabilité économique, une stabilité financière. Il y a un léger retour à l'investissement. Étalée sur 200 hectares, la centrale photovoltaïque de Sbira injectera bientôt 230 MW dans le réseau national, marquant une étape clé vers la transition énergétique du pays. La Tunisie s'apprête à franchir un cap majeur dans sa politique énergétique. À Sbira, dans le gouvernorat de Croix, la plus grande centrale solaire du pays sera mise en service à la fin du mois de novembre 2025, selon le directeur général de la société privée détentrice du projet, Sofiane Armala. La centrale achevée à 95%, commence
commencera à injecter dans le réseau national de la Société tunisienne de l'électricité et du gaz TEG ses premiers mégawatts d'énergie solaire. L'entreprise publique en sera l'unique acheteur. Implantée sur 200 hectares de terre salinisée, la centrale produira 230 mégawatts par an, soit 1,3% de la consommation nationale d'électricité. Avec un investissement total de 260 millions de dinars, ce projet symbolise la montée en puissance du solaire tunisien dans un pays où près des 2/3 des besoins énergétiques sont encore importés. Les retombées économiques sont notables. La production permettra de réduire les importations de gaz naturel d'environ 25 millions de dollars par an, tout en allégeant le déficit énergétique national. Sur le plan environnemental, le site devrait éviter l'émission de 120 000 tonnes de CO2 chaque année et stabiliser l'approvisionnement électrique lors des pics estivaux. Le ministre des Technologies de la Communication, Sofiane Hmissi, a annoncé la mise en service de la première phase du consulat numérique, une plateforme destinée à simplifier les démarches administratives des Tunisiens résidant à l'étranger. Ce projet, une première du genre en Tunisie, s'inscrit dans la stratégie de transformation numérique du gouvernement et vise à rapprocher les services publics des citoyens où qu'ils se trouvent. Hmissi a également annoncé que son département travaille à l'élaboration de la stratégie nationale de l'intelligence artificielle et à la modernisation du cadre législatif du numérique, notamment à travers la révision des textes relatifs aux start-up, au marché public numérique et aux services d'authentification électronique. Lancement ce matin à la Goulette d'un nouveau point de vente du producteur au consommateur pour la commercialisation des produits agricoles. Initié par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO, en collaboration avec l'Union tunisienne de l'agriculture et de la pêche UTAP, ce projet s'inscrit dans une démarche de réduction du gaspillage alimentaire en milieu urbain et de promotion de systèmes alimentaires plus durables. Ciblant principalement les villes de Tunis et de la Goulette, le projet repose sur l'élaboration d'une étude sur le gaspillage alimentaire et sur la mise en place d'outils et de mécanismes de prévention, de tri et de valorisation des déchets afin de limiter le gaspillage. Cette initiative met en avant une large gamme de produits agricoles frais, transformés, valorisant le savoir-faire local et sensibilisant les consommateurs à une alimentation plus responsable et durable. Fatma Zahra Boualegui, coordinatrice du projet à la FAO, au micro de Rajib Ben Amara. La valeur moyenne du gaspillage alimentaire par ménage calculée sur la base de la moyenne de chaque tranche est de 26,5 dinars par mois. Et sur la base de ces études-là, on est en train de appuyer la municipalité à élaborer son plan stratégique d'action pour réduire le gaspillage alimentaire. 4 produits sont attendus dans ce projet. C'est que les 2 villes sont dotées d'un cadre stratégique pour la réduction et la gestion du gaspillage alimentaire. Le partage de connaissances et des informations sur l'ampleur et les causes du gaspillage alimentaire. Donc, tout qui est étude. Le 3e produit, c'est tout ce qui est renforcement des capacités techniques et managériales des acteurs pour prévenir le gaspillage alimentaire. Et aujourd'hui, ça concerne le produit 4, qui sont des actions pilotes pour prévenir et réduire le gaspillage alimentaire. Point de vente du producteur et consommateur, qui est plus durable, responsable, des tanks là où il y a des méthodes de valorisation en utilisant l'emballage sous vide pour les produits agricoles. Aussi, le séchage et la déshydratation des produits agricoles pour leur donner une vie plus longue, donc on réduit le gaspillage alimentaire. Et finalement, on a recours au composteur. Comme ça, on valorise et on produit des engrais organiques. Privées de gouvernance locale depuis la dissolution des conseils municipaux, plusieurs villes tunisiennes, à l'image de Gafsa, sombrent dans le désordre urbain et l'anarchie, illustrant l'urgence d'un retour à une gestion municipale élue et responsable. Notre correspondant dans la région l'Ardar Sud revient sur ce sujet. Aujourd'hui, la ville de Gafsa, par exemple, a basculé dans un abandon inquiétant et une urbanisation anarchique et sauvage. Ces trottoirs du centre urbain sont ou bien squattés par des batteries d'étals de commerçants à la sauvette non patentés, ou bien illégalement confisqués par des terrasses de café obligeant les piétons à risquer leur vie en circulant à même la chaussée. Des amoncellements d'ordures jonchent chaque coin de rue et dégagent des odeurs nauséabondes et suffocantes. Les zones vertes et les parcs mal entretenus et asséchés offrent des lieux de rencontre aux bandes de délinquants et addicts aux stupéfiants. La majorité des voies de communication et des chaussées municipales souffrent d'une multitude de crevasses et de nids de poules sans la moindre restauration. Seules des élections municipales démocratiques et transparentes, débouchant sur des conseils municipaux loyaux, seraient capables de réinventer nos villes, remédier aux dégâts causés, redorer les plazas ternis immaculés, et le plus vite serait le mieux.
L'Office des œuvres universitaires du Nord annonce la prolongation à titre exceptionnel des délais de dépôt des demandes de bourse universitaire jusqu'au 25 novembre courant. Selon un communiqué publié aujourd'hui, l'Office précise que cette mesure concerne en particulier les étudiants qui n'ont pas encore déposé de demande de bourse universitaire, bourse pour les nouveaux étudiants, renouvellement de bourse et bourse pour les anciens étudiants qui n'en ont pas bénéficié auparavant. L'Office a invité tous les étudiants concernés par cette annonce à enregistrer leur demande sur le site web du bureau. Dans le monde, un enfant palestinien est tombé en martyr tôt ce matin par les tirs des forces de l'armée sioniste dans la localité d'El Yamoun à l'ouest de Jénine. Des sources locales ont indiqué que les troupes de la colonisation ont pris d'assaut la localité, ouvrant le feu à balles réelles sur le jeune palestinien atteint de 4 balles alors qu'il se trouvait dans l'une des rues du village. Les forces d'occupation ont également déployé des tireurs d'élite sur les toits et bouclé plusieurs rues de la localité. L'entité sioniste a donné instruction aux forces d'occupation de déclarer la zone frontalière entre Israël et l'Égypte zone militaire fermée sous prétexte de lutter contre la contrebande d'armes par drone. Les États-Unis ont annoncé avoir présenté à des pays partenaires un projet de résolution du Conseil de sécurité de l'ONU destiné à soutenir le plan de paix de Donald Trump à Gaza en déployant notamment une force internationale. La mission américaine à l'ONU a ainsi confirmé des informations diffusées plus tôt dans la journée par des médias américains et israéliens. Le Hezbollah a rejeté aujourd'hui toute négociation politique entre le Liban et Israël proposée par des émissaires et affirmé son droit légitime à se défendre face à l'intensification des attaques israéliennes. Dans le même temps, un émissaire américain a pressé le Liban d'engager des négociations directes avec Israël alors que les deux pays sont toujours en état de guerre. Après l'élection historique de Zohran Mamdani à la mairie de New York, une autre victoire symbolique vient confirmer la montée en puissance des voix issues de la diversité aux États-Unis. En Virginie, Ghazala Hashmi, 61 ans, est devenue la première femme musulmane et américaine d'origine indienne élue vice-gouverneur de l'État. Candidat démocrate, a devancé le conservateur John Reid au terme d'une campagne marquée par des thèmes progressistes, climat, logement abordable et justice sociale. Cette victoire fait écho à celle de Zohran Mamdani, élu maire de New York et qui lui aussi incarne le renouveau d'une classe politique plus jeune, plus inclusive et plus militante en rupture avec les codes traditionnels du pouvoir américain. L'Égyptien Khaled Lainani a été officiellement élu aujourd'hui directeur général de l'UNESCO pour les 4 prochaines années, succédant à la Française Audrey Azoulay dans un contexte de défiance envers l'organisation marquée par le départ annoncé des États-Unis. Cet ancien ministre des Antiquités et du Tourisme de 54 ans, égyptologue de formation, a cette fois-ci réuni 172 des 174 suffrages exprimés par les États membres réunis à Samarkand, au Ouzbékistan. Il devient le premier directeur général de l'UNESCO, originaire d'un pays arabe et le deuxième africain après le Sénégalais Amadou Mbaw. Aux États-Unis, des milliers de vols vont être annulés à partir de demain en raison du blocage budgétaire qui s'éternise sur fond de confrontation politique et contraint les contrôleurs aériens en chômage technique ou à travailler sans salaire. Retour à l'actualité nationale, la Tunisie abrite à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 9 courant la première édition du Festival tunisien des sports qui se tient au parc des expositions du CRAM. Plus d'une dizaine de conférences et d'ateliers seront organisés en marge du festival. Ces rencontres aborderont plusieurs problématiques majeures liées au secteur sportif en Tunisie, notamment le développement des infrastructures, la formation, le volet social ou encore l'inclusion à travers le sport. Le grand public aura l'opportunité de découvrir et de s'initier à une large panoplie d'activités sportives proposées dans les différents espaces. L'événement se veut à la fois participatif, éducatif et festif, visant à promouvoir la culture sportive auprès de toutes les générations. Zafer Benmemi, membre du comité de l'organisation du Festival tunisien des sports, nous éclaire au micro de Rajeb Ben Amar. Le TSF, c'est le Tunisia Sports Festival. C'est la première édition qui va regrouper plusieurs actes dans l'exposition avec 20 000 mètres carrés d'exposition. L'espace total indoor et outdoor, ça va porter sur 40 000 mètres carrés. Donc, il va y avoir de l'animation, il va y avoir des zones de concours, de jeux, de formation, de coaching. On a aussi prévu 15 conférences qui vont porter sur plusieurs thèmes, dont la nutrition, la santé sportive, le bien-être, le financement des activités sportives. Il y a aussi l'assurance et le volet social, parce que de nos jours maintenant, les sportifs, une fois la carrière terminée, à part quelques-uns, se trouvent dans une situation précaire. Donc il faut aussi attaquer ce côté-là, la technologie dédiée au sport et aussi le e-sport
et le gaming. Il va y avoir les sports en vogue maintenant, le padel, le crossfit. On va avoir aussi le bodybuilding. Il y a une zone gaming. Le sport, c'est pas uniquement un loisir, mais c'est une nécessité pour la santé. C'est un rendez-vous qui va parler sport sur 360 degrés. Il va y avoir un droit d'entrée pour les adultes. Pour les enfants de moins de 12 ans, ça va être gratuit. Il va y avoir un prix préférentiel pour les étudiants. 13e journée de la Ligue 1 tunisienne du football, de derby promet du spectacle et une lutte acharnée pour le haut du classement. Le Stade tunisien accueille le club africain à Hedji Naïfer, tandis que l'Espérance de Tunis reçoit la jeunesse sportive de l'Amran Arades. Deux rencontres en jeu avant le grand derby club africain Espérance prévu dimanche. Au bar de la tension sera maximale dès 14h30. Le Stade tunisien et le club africain abordent ce duel à égalité parfaite au classement, 26 points chacun, juste derrière l'Espérance. Le match s'annonce serré. Le club africain freiné le week-end dernier par l'AS Limanana veut retrouver le chemin de la victoire. En face, le Stade tunisien solide défensivement mais moins inspiré devant le but, espère renouer avec l'efficacité après un nul frustrant 0 partout face à la JS Amran. Une victoire serait synonyme de revanche symbolique et de prestige local. Arades, les Sons et Or veulent poursuivre leur domination, leader du championnat avec 27 points. Ils affrontent la JS Amran 9e avec 16 points. L'objectif est clair, consolider la première place avant d'affronter le club africain dimanche. Et puis la JS Amran, solide défensivement, a prouvé qu'elle pouvait tenir tête au gros bras, comme en témoigne son nul contre le Stade tunisien, 0 partout. Sport toujours avec un moral au plus haut. Après leur démonstration offensive face aux Fidji, les jeunes aigles de Carthage ont un tout autre défi aujourd'hui. L'Argentine, ils affrontent à 14h30 la sélection Albiceleste pour le choc au sommet du groupe de la Coupe du Monde des moins de 17 ans au Qatar, porté par leur large victoire 6-0 lors du match inaugural. Les Tunisiens ont séduit par leur jeu collectif fluide et leur réalisme offensif. Un succès permettrait aux Aigles de Carthage de valider leur ticket dès la deuxième journée, tandis que l'Argentine cherchera à confirmer son statut de favorite. C'est la fin de cette édition. Un rappel du sommaire avant de vous quitter. Le débat budgétaire se poursuit à l'Assemblée des représentants du peuple. La Tunisie s'apprête à franchir un cap majeur dans sa politique énergétique. La plus grande centrale solaire à Sbiha sera inaugurée à la fin de ce mois. Fin de cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. Merci à Tarek Drissi pour la collaboration technique. Excellente suite de programme.